Savoir que nous sommes programmés pour vivre jusqu'à environ 120 ans. Donc, la ménopause n'est pas une maladie, c'est un processus naturel de transformation. Imaginez-vous bien que si on se casse un os à 50 ou 60 ans, comment voulez-vous qu'on puisse continuer à vivre jusqu'à notre âge physiologique de 120 ans? Donc en fait, le corps est totalement équipé pour poursuivre comment dire, sa vie et sa santé encore longtemps, jusqu'à l'âge normalement de 120 ans. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a un mode de vie qui est antiphysiologique, l'alimentation inflammatoire, le stress chronique, et ça j'y reviendrai, mais c'est vraiment le cortisol est vraiment la problématique numéro 1 dans notre vie moderne, et notamment pour la femme ménopausée ou en périménopause, et même avant d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Le cortisol étant l'hormone du stress, l'hormone de la survie, l'hormone anti-inflammatoire, l'hormone du système immunitaire, et c'est une hormone qui est catabolisante, c'est-à-dire qu'elle va détruire tout le tissu musculaire, le tissu osseux, etc. Donc vous voyez où je veux en venir, ça n'a rien à voir avec les hormones. Bon, les hormones, bien sûr, ça favorise, mais il y a des solutions. Alors, je devais parler dans cette vidéo des compléments alimentaires pour la ménopause, on y viendra sur la fin, mais je voulais rappeler tout simplement la physiologie. Donc, en périménopause, autour de 45 ans, c'est la progestérone, l'hormone calmante, GABAergique, qui va baisser en premier. C'est une hormone diurétique, c'est une hormone qui resserre les tissus et qui permet d'éviter les insomnies, plutôt calmante, éviter les irritabilités. Donc c'est pour ça que en périménopause, avant la ménopause, on a des petits soucis parce que c'est elle qui baisse en premier. Et il faut savoir que cette hormone, la progestérone, est en compétition avec le cortisol. C'est-à-dire que plus la femme est stressée, plus elle a besoin de cortisol, et moins elle pourra produire de progestérone. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui beaucoup de femmes en âge de procréer qui sont ce qu'on appelle en hyperœstrogénie. Parce que les œstrogènes de première partie de cycle vont prendre toute la place, et même ils vont inonder la femme, parfois même jusqu'à la fin de son cycle, ce qui fait qu'après l'ovulation, elle n'aura pas, ou même l'ovulation sera tardive, et elle n'aura pas cette phase de progestérone pour resserrer les tissus et lui permettre de se calmer, et permettre également à l'embryon de se maintenir euh, grâce au corps jaune dans l'utérus. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a de l'infertilité, c'est pour ça aussi qu'il y a des fausses couches. Donc cette progestérone est en compétition avec le cortisol, l'hormone du stress. C'est-à-dire que plus on est stressé, moins on a de progestérone, plus on est irritable, moins on dort, etc. Et plus on a d'œstrogène quand on est en phase d'activité génitale. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc ce qui se passe, c'est que en périménopause, la progestérone, elle baisse encore plus. Alors si peu qu'on n'en ait pas beaucoup, ça devient problématique. Et si peu, comme je disais, que la femme soit stressée, qu'elle soit épuisée, les glandes surrénales ont du mal à prendre le relais pour la production des hormones. Alors, à la ménopause, ce sont les petites glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, les glandes de Leydig, qui vont, par aromatisation de la testostérone notamment, euh, fabriquer les œstrogènes. Ces œstrogènes seront également fabriqués dans le tissu adipeux. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop mince et vouloir trop perdre de poids à la ménopause. Et les femmes qui sont de nature maigre sont finalement assez désavantagées, tandis que celles qui ont tendance à avoir beaucoup de tissu adipeux, par contre, risquent d'avoir trop d'œstrogènes, puisque la progestérone baisse, ce qui est un risque éventuel de cancer du sein ou de l'utérus. C'est les femmes qui sont en hyperœstrogénie et qui sont un petit peu en surpoids, qui ont pas mal de tissus adipeux, qui ont tendance à la rétention d'eau. Celles-ci, il faut surveiller les œstrogènes et veiller à ce que le foie détoxique bien ces œstrogènes, de façon à ce qu'il n'y en ait pas trop dans la circulation sanguine. Par contre, les femmes qui sont très minces, très nerveuses, voilà, celles-ci, elles vont avoir du mal, à moins qu'elles aient des super bonnes surrénales, ce qui peut être le cas, il n'y a pas de souci, et c'est même souvent le cas,
elles vont avoir du mal avec leur tissu adipeux. Donc les surrénales, ce sont les glandes de Leydig, comme je le disais, qui vont prendre le relais des ovaires. Les ovaires vont produire encore un petit peu d'œstrogène, d'hormones, mais beaucoup moins. Et ces glandes de Leydig, ce sont les glandes de la sagesse. Donc, de la sagesse. Donc, en fait, la ménopause n'est pas une maladie, c'est une transformation intérieure. Et la femme a toutes les capacités énergétiques et hormonales pour passer ce cap et vivre jusqu'à 120 ans sans prendre forcément de traitement substitutif hormonal. Il faut bien se dire que, et là je rejoins parfaitement le professeur Henri Joyeux qui a fait une petite vidéo sur la ménopause dernièrement. Franchement, je suis totalement d'accord avec lui, c'est que ce traitement substitutif hormonal, il peut être utile pour passer un cap dans la mesure où la femme n'a pas eu le temps de se reposer, elle est vraiment trop stressée, donc effectivement, ces glandes surrénales qui produisent aussi le cortisol ont du mal parce que, comme je disais, le cortisol est en concurrence avec cette progestérone qui va produire de la DHEA, qui va produire de la testostérone, et à partir de la testostérone, les œstrogènes. Donc là, si le cortisol est trop fabriqué, aux dépens de cette progestérone qui se transforme plus tard, on va dire en testostérone, en œstradiol, eh bien, la femme va avoir du mal à produire évidemment ces œstrogènes, mais comme le dit le professeur Joyeux, c'est une étape et effectivement, il y a plusieurs moyens de passer cette étape avec les phytoœstrogènes dont je vais parler tout à l'heure, dont j'ai parlé un petit peu dans la première vidéo, qui sont des plantes et des aliments qui apportent des œstrogènes sous forme naturelle. Et si vraiment les symptômes sont importants, on peut prendre un traitement substitutif hormonal, mais pendant une période courte, le temps de passer le cap, parce que c'est un cap à passer. Après, tout se stabilise. Donc, il faut savoir en plus que, comme je l'ai déjà dit, que le traitement substitutif hormonal n'est pas une béquille. Si vous avez une mauvaise hygiène de vie, si vous dormez mal, si vous mangez du sucre, si vous ne faites pas d'exercice physique, si vous êtes constamment stressé, si vous vous surmenez, eh bien le traitement substitutif hormonal ne va pas avoir forcément d'effet. Moi j'ai des patientes qui sont sous TSH, eh bien elles font de l'ostéoporose tout simplement parce qu'elles sont sédentaires. Donc le rôle du naturopathe et de la diététicienne micronutritionniste que je suis, c'est de faire de l'éducation et de la pédagogie et d'inviter toutes ces femmes en ménopause, au début de la ménopause ou en périménopause, à initier une activité physique. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Salès, naturopathe, diététicienne nutritionniste et micronutritionniste à Nice à Beau Soleil. Donc je fais ces vidéos pour partager mes connaissances, essentiellement pour mes patients ou patients potentiels. Donc je continue à propos donc, de ce traitement substitutif hormonal. La femme est équipée pour passer ce cap de la ménopause naturellement. Alors, les conditions sont évidemment de travailler sur les 5 piliers de la santé. C'est grâce à l'activité physique. L'activité physique, les muscles sont des producteurs d'hormones. Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, les muscles produisent des myokines qui vont permettre la transformation donc, de la testostérone, qui vont fabriquer la testostérone et donc des œstrogènes. Et donc, l'activité physique est vraiment hyper importante à la ménopause pour permettre au corps de produire ces hormones. Autre chose, c'est l'exposition au soleil, puisque les glandes surrénales se rechargent avec la lumière du soleil, mais pas à travers les vitres. Donc c'est au soleil, directement au soleil, sans prendre de coups de soleil bien sûr. Donc ce qu'on nous a dit, que le soleil est dangereux, qu'il faut se protéger, etc., la couche d'ozone et tout ça vous oubliez. Vous vous exposez au soleil, si possible aux heures très chaudes, mais 20 minutes maximum. Il faut que la peau rougisse un tout petit peu, légèrement, et puis après vous partez. Et là, vous fabriquez votre vitamine D. Mais il faut au moins, je ne sais pas moi, 2-3 heures d'exposition au soleil sans forcément que ce soit du soleil fort pour fabriquer sa dose journalière de vitamine D qui est de 20 000 UI. C'est-à-dire qu'en fait l'exposition au soleil est fondamentale, notamment à cette période
donc de la ménopause, notamment pour produire les hormones avec l'activité physique, et également la vitamine D qui va participer à la fixation du calcium sur les os. Donc, comment dire, l'histoire qu'on perd nos cheveux, que regardez, moi j'ai 60 ans, je suis en ménopause depuis 5 ans, 4 ans on va dire, euh, j'ai des cheveux aussi fournis, hein, regardez l'arrêt, que lorsque j'avais 40 ans, voire mieux d'ailleurs, puisque maintenant j'ai beaucoup plus de connaissances en nutrition, et donc je fais attention à mon alimentation, aux protéines, alors j'y viens, et les protéines sont très très importantes au moment de la ménopause, parce que les protéines vont permettre notamment la fabrication de l'os, également de la masse musculaire. Donc il va falloir doubler votre ration de protéines, suivant là où vous en êtes. C'est entre 1,2, pour moi c'est pas suffisant, on va dire 1,5, 1,6 g de protéines pures par kilo de poids, sachant que vous avez 20 g de protéines pures dans 3 œufs, dans 60 g de fromage à pâte dure ou dans 100 g de bœuf. Donc vous voyez, 1,6 g par kilo de poids, ça équivaut pour une femme qui fait environ 60 kg, c'est 70 à 80, voire plus, grammes de protéines pures par jour. Donc là, c'est très important de mettre une bonne ration de protéines. C'est très important de bien vous hydrater, si possible, avec, quand vous avez fait du sport, avec des électrolytes, avec des eaux riches en sodium et en minéraux, comme des eaux de Vichy, ou alors de mettre des pastilles d'électrolytes dans votre eau de boisson pour bien reminéraliser votre corps. Donc la femme, elle a tout ce qu'il faut en travaillant sur les piliers de la santé. Donc je les rappelle, l'activité physique régulière, la musculation et comment dire, le sport avec des intervalles à haute intensité, mais sans vous surmener. C'est-à-dire que vous pouvez porter le poids de votre corps en faisant comment dire, des fentes, en faisant des pompes si vous y arrivez, en faisant un petit peu de marche à pied, de trottiner tranquillement. Voilà, il faut quand même que de la randonnée, parce qu'il faut que le muscle soit sollicité pour qu'il tire sur l'os et pour que l'os se dise bah tiens, on a besoin de moi, il n'est pas question que je commence à faire de l'ostéoporose. Vous voyez, donc plus on sollicite le muscle, plus vous avez une musculature dense, plus vos os seront forts. Et attention, il n'y a pas d'âge pour refaire de la masse musculaire, hein. Vous pouvez en faire à 70 ans, à 80 ans, à 90 ans. Tout ce qu'on vous dit à ce sujet, c'est complètement faux, hein. Dans la mesure où vous avez une bonne ration de protéines et vous en mangez régulièrement dans la journée, au moins si vous faites que 2 repas par jour, vous avez 40 grammes et 40 grammes purs à chaque repas, vous n'hésitez pas. Et d'ailleurs, une bonne charge à chaque repas, ça permet de construire la masse musculaire. Donc, de la musculation et puis de l'endurance, sans plus, hein, pour ne pas faire fondre votre muscle. Voilà, des exercices qui sollicitent la résistance musculaire et osseuse. En plus, quand la femme avait des œstrogènes et qu'elle était en perte d'activité génitale, elle était obligée de rester près de son nourrisson. En fait, il fallait qu'elle s'occupe de lui, donc elle ne pouvait pas trop bouger. Mais là, après 60 ans, bah, vous êtes, si vous n'êtes pas à la retraite, en tout cas, vous n'avez plus vos enfants à charge, si vous en avez. Et donc, les petits-enfants, bah, de toute façon, vous pouvez bouger avec eux, etc. Et là, vous êtes libre de faire cette activité physique que vous ne pouvez pas faire quand vous étiez, comment dire, sous oestrogène, en phase d'activité génitale, peut-être aussi parce que vous travailliez plus et vous étiez plus sédentaire, mais dans tous les cas, vous aviez les oestrogènes pour vous protéger. Donc il faut savoir que maintenant, bah, vous les avez plus, donc il faut bouger, il faut bouger. Alors l'activité physique, pilier de la santé, l'alimentation évidemment anti-inflammatoire, alcalinisante, reminéralisante avec beaucoup de protéines, variées, animales, végétales, de préférence animales et sous-animales, parce qu'elles sont bien mieux assimilées. Et il y a aussi, comment dire, quelquefois même en ménopause, si on fait de l'activité physique, on peut avoir besoin de fer. Il faut faire attention à la vitamine B12. Là aussi, il faut surtout pas être carencé. C'est important pour l'énergie, hein, parce qu'on va dire oui, j'ai pas d'énergie. Il se trouve qu'effectivement, quand on est vraiment dans ce cap de la ménopause, on peut être un petit peu plus fatigué, mais en fait, il suffit d'organiser sa vie et de savoir se reposer.
Et de faire l'exercice quand on le sent, surtout le matin. Donc je conseille moi l'exercice physique à la lumière du jour, donc plutôt le matin, et de suivre le rythme circadien de façon à pouvoir bien dormir. C'est-à-dire que le matin, on produit du cortisol qui va nous faire aller, il faut y aller, c'est l'hormone un peu du stress et de l'activité, hein, donc c'est pour aller travailler, faire du sport, il fait beau, il fait soleil, on se lève, on y va. Et plus la journée décroît, plus le cortisol baisse, et plus c'est la mélatonine avec la sérotonine qui est son précurseur, qui est produite à partir de 17h, qui va prendre le relais et qui va se transformer progressivement en mélatonine parce qu'on aura fait du sport le matin à la lumière donc du jour vers 10h. Et comme ça, on aura bien nourri notre glande pinéale qui va bien pouvoir produire sa mélatonine parce que le cortisol baisse. Donc il est important donc en fin de journée de faire des activités plutôt qu'à n'aller pas faire du sport à 17-18 heures à fond les ballons, de la résistance musculaire ou alors du jogging. Si vous ne pouvez pas faire autrement, ben vous le faites, mais sachez que vous aurez au moins 2 ou 3 heures avant de redescendre votre taux de cortisol et que ça va contrer la mélatonine qui est faite justement pour calmer le système nerveux et préparer à l'endormissement et passer une bonne nuit. Parce que le deuxième pilier, évidemment, ou le troisième, un des piliers, c'est le sommeil. Un sommeil réparateur. Et alors le problème à la ménopause, c'est qu'en fait, on a le taux de cortisol, comme je disais, qui monte un petit peu plus. Comme on a moins de progestérone calmante, GABAergique, ben, on a tendance à être un petit peu plus anxieuse ou stressée. Mais ça fluctue. Et il faut apprendre à le gérer. Donc, il ne faut surtout pas se mettre avec des activités stressantes ou, comment dire, fatigantes physiquement l'après-midi ou le soir en fin de soirée. Il faut respecter les rythmes circadiens. Donc pour avoir un bon sommeil, il faut éteindre les écrans, les lumières. Quand il commence à faire nuit, en fait il faut se coucher à 22h, être endormi à 22h30 maximum, et se préparer au sommeil avec une digestion légère. L'idéal c'est de terminer son repas à 18h, l'idéal. Dans son repas, d'avoir du tryptophane, de la sérotonine, donc des protéines végétales, des bananes, un petit peu de cacao, mais léger, et puis des légumes, voire des légumineuses, voilà, plutôt végétales, et puis si possible, terminer à 18h, ou même avant. L'idéal, comme la femme en ménopause n'a plus ses règles pour évacuer tous ces acides et toutes ces toxines, en fait, ce sont les autres émonctoires, organes d'élimination comme le rein, les poumons, la peau avec la transpiration et l'activité physique, et l'intestin qui vont prendre le relais. Donc il faut être consciente que vous ne pouvez pas plus charger votre corps comme avant, et il faut mettre en place une hygiène de vie au quotidien, de façon à permettre à votre corps d'éliminer correctement sans se charger et pouvoir justement avoir une vie paisible, non stressée, parce que si votre corps est libéré de ses toxines et s'il est relativement propre et si les évacuations se font bien et si le foie fonctionne bien surtout, justement, parce que quand on mange tard, et qu'on mange mal et tard, on va charger notre foie, ce qui fait que ça va faire monter le taux de cortisol pendant la nuit, et du coup, c'est le contraire de ce qu'on veut, on doit manger quand il fait jour. Là encore, il faut suivre les rythmes circadiens, avec le taux de cortisol. Et quand il fait nuit, c'est la mélatonine, là on se repose, on ne mange plus, on est tranquille. Vous pouvez boire un petit peu des tisanes si vous voulez, mais voilà, donc quand on mange tard le soir, effectivement, on fait monter le taux de cortisol, on dort mal, on charge notre foie. Donc le foie, c'est un organe clé, non seulement à la ménopause, mais durant toute notre vie, hein, puisque c'est lui qui produit les hormones, c'est lui qui produit le cholestérol avec lequel on va fabriquer nos hormones. Et franchement, comme on n'a plus nos règles pour éliminer tous nos acides, c'est les reins qui prennent le relais hein, la plupart du temps. Donc il faut vraiment avoir une bonne fonction rénale et donc une bonne fonction hépatique. Donc moi je conseille
de faire une petite détox du foie au romarin, ou alors radis noir, romarin, artichaut, ou même des détox, xénodétox, avec du brocoli. Ce sont des compléments alimentaires spéciaux qui enlèvent tous les perturbateurs endocriniens. Dieu sait s'il y en a beaucoup aujourd'hui, et même chez la femme ménopausée, bien sûr, ils se mettent sur les récepteurs et perturbent la fonction hormonale. Et donc là aussi, vous pouvez faire ça à chaque changement de saison. Voilà, donc l'alimentation, ben, j'en ai parlé la dernière fois, hein, couper les glucides, hein, parce qu'on devient résistant à l'insuline, donc il ne faut pas trop manger de sucre. C'est le moment d'avoir une alimentation à tendance protéino-cétogène. Voilà, c'est pas la peine d'aller dans un régime cétogène strict, parce que bien sûr on a besoin des glucides, surtout si on fait de l'activité physique. Il ne faut pas s'en couper complètement, mais il faut éviter de faire monter la glycémie, il faut stabiliser la glycémie le plus bas possible tout au long de la journée, pour éviter d'avoir des fringales, pour éviter de prendre du poids, pour éviter d'avoir cette fameuse bouée abdominale dont j'ai parlé dans ma première vidéo. Mais ça, je vous l'expliquerai en consultation si vous avez besoin de venir me voir pour des pertes de poids durant la ménopause. On parlera de tout ça. Et le sommeil est très important, puisque comme je disais, on a un petit fond d'anxiété comme un manque de progestérone, et donc le cortisol va être légèrement plus élevé à la ménopause. Et donc, il va falloir apprendre à gérer notre stress. Quatrième pilier de santé, après l'alimentation, la gestion du stress. Donc, une alimentation protéinée, anti-inflammatoire, pauvre en sucre et en glucides, riche en protéines, en légumes verts, reminéralisants, alcalinisants. Les fruits, c'est pareil, il ne faut pas trop en manger, hein, c'est très sucré. Et du bon gras, comme de la coco, noix de coco, huile d'olive, du beurre, éviter les huiles de graines raffinées qui sont très inflammatoires, et ça c'est pour toute la vie, hein. Et vous prenez bien des huiles de poisson des mers froides, vous mangez du poisson gras, des petits poissons gras 3 fois par semaine, des œufs, voilà, donc ça, il me semble avoir détaillé dans une vidéo sur la résistance à l'insuline, mais là aujourd'hui j'ai plutôt parlé des compléments alimentaires de la ménopause. Donc la gestion du stress, évidemment. Donc là, le magnésium est très important, hein. Donc les compléments alimentaires de base, c'est le magnésium, les oméga 3, la vitamine D. Bon, ça de toute façon, c'est pour toute la vie, hein. Le zinc, quand on est vraiment stressé. Éventuellement le fer, parce que souvent en périménopause, on a des règles abondantes, puisqu'on a un cycle un petit peu, comment dire, irrégulier et puis un petit peu perturbé. Et il se peut, comme on a une phase d'hyperœstrogénie, parce que la progestérone baisse en premier, eh bien qu'on ait des règles très abondantes. Et là, il faut absolument se complémenter en fer, parce que si on n'a pas assez de fer, évidemment, on va être fatigué, on va pas avoir envie d'aller faire d'exercice physique, et surtout notre thyroïde, qui va déjà être impactée par la baisse hormonale, elle est, si vous voulez, un petit peu ralenti. C'est pour ça que les femmes qui arrivent en hypothyroïdie à la ménopause, c'est un petit peu catastrophique, hein, et c'est pas forcément le traitement substitutif hormonal qui va régler la chose. Certes, les oestrogènes, quand ils sont absents, quand ils baissent, ça ralentit la thyroïde, mais il y a d'autres manières, notamment en vérifiant l'iode. Ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc il faut bien vérifier l'iode, la vitamine D, le magnésium, le zinc, les oméga 3. Voilà. Pour les essentiels, on va dire les bases des compléments, la détox du foie à chaque changement de saison, éviter de manger après 18 heures. Et bien sûr, pour passer le cap, alors il faut savoir que plus on mange tard et plus on mange d'épices, d'alcool, de gras le soir, on va surcharger notre foie et on va avoir d'autant plus des bouffées de chaleur. D'accord? Donc les bouffées de chaleur, c'est aussi une histoire d'hygiène de vie générale. Moi personnellement, c'est pas pour me vanter, mais je n'ai jamais eu de bouffée de chaleur. Après, je mange énormément de soja, enfin j'ai mangé beaucoup de soja, qui est un phytoœstrogène et qui permet de lutter contre les bouffées de chaleur. Je vais en parler plus tard. Et moi, je n'ai jamais eu de bouffée de chaleur. Par contre, ce que j'ai eu, c'est une augmentation de la température corporelle de base. C'est-à-dire qu'en fait, à la ménopause, oui, au niveau de l'hypothalamus, il y a une augmentation du niveau de la température corporelle. Donc voilà, donc en hiver, si la thyroïde fonctionne bien, eh ben on a chaud, donc c'est agréable. Bon, en été, normalement, on doit s'adapter. Mais on a un peu plus chaud que d'habitude si la thyroïde est une bonne chaudière et carbure bien.
Alors, si vous arrivez en hypothyroïdie, bien sûr, il faut faire des analyses, il faut vérifier l'iode, parce que la carence en iode est souvent responsable, il faut manger des protéines, il faut vérifier le fer, le zinc, la vitamine D, le magnésium, le sélénium, tous ces micronutriments qui vont permettre de, de permettre à la thyroïde de bien fonctionner, surtout le fer. Donc, si règle abondante en périménopause, complémentez-vous en fer biodisponible et assimilable. Ça, je le conseille dans mon cabinet. Il n'y a pas de souci pour celles qui viennent me voir. Donc, elles ont tous les compléments biodisponibles qui font pas mal au ventre et qui ne constipent pas pour pouvoir se remonter facilement. Donc, le fer, l'iode, le zinc, le sélénium pour la thyroïde. Et puis, la thyroïde est très sensible au stress. Et donc, comme le taux de cortisol augmente un petit peu, on peut prendre des plantes adaptogènes comme l'ashwagandha, on peut prendre du coléus. Souvent, il y en a dans les compléments alimentaires qui vont calmer le système nerveux, qui vont permettre la transformation de la T4 inactive en hormone T3 active. Sachez aussi que la T3 est fabriquée dans le foie, est transformée dans le muscle. Donc, plus vous faites de l'exercice physique, plus vous allez activer votre thyroïde. Elle va mieux fonctionner également dans le foie. Donc, la T4 inactive est transformée en T3 active dans le foie. Donc, plus votre foie est propre et régulièrement détoxifié, plus votre thyroïde va fonctionner. Moins vous mangez tard le soir et trop gras le soir, et mieux vous dormez, plus pendant la nuit vous allez pouvoir produire vos hormones thyroïdiennes. Donc en fait, c'est plus qu'un simple complément ou un simple médicament, parce que il y a des femmes qui sont sous l'évothyrox, il y a des femmes qui sont sous le Thyral, qui est un mélange de T3, T4. Donc là, il faut voir avec votre médecin. Tous mes conseils, bien sûr, ne se substituent pas au traitement médical en cours et à l'avis d'un médecin. C'est un accompagnement, et donc pour les femmes qui sont déjà sous traitement thyroïdien, eh bien ma foi, ça arrive souvent, eh bien il va falloir optimiser avec, s'assurer que la femme consomme suffisamment de bons micronutriments. Donc le sélénium, il y a dans les noix du Brésil, il y en a dans le hareng, il y en a dans les petits poissons sauvages, il y en a un peu partout. Il ne faut pas non plus croire qu'on est obligé de prendre des compléments alimentaires. Vous allez trouver du magnésium dans le chocolat noir, bien sûr il faut le manger à 90% si vous pouvez, 75% maximum. Vous avez aussi dans les céréales complètes, dans les lentilles, mais souvent dans les légumes verts, les choux, les crucifères qui vont nettoyer votre foie en même temps. Et il faut varier au maximum son alimentation et essayer d'avoir une alimentation dense en micronutriments. C'est-à-dire de la poudre d'ortie, de la spiruline, du lithotame qui est très riche en tous les minéraux, les éléments traces et énormément de calcium assimilable. Le calcium, il ne faut pas croire qu'on en a tant besoin que ça. Pour les os, on a autant besoin d'exercice physique que de vitamine D, que de magnésium et que de calcium. Et le calcium, vous le trouvez dans les légumes verts, les choux, dans les graines de sésame, dans la purée de sésame, dans les amandes, dans le fromage à pâte dure, voilà. Donc il ne faut pas croire que vous êtes obligé de prendre des compléments de calcium pour éviter l'ostéoporose. Allez faire de l'exercice physique, allez vous mettre au soleil, essayez de bien dormir et de bien manger des protéines, parce que là aussi, c'est l'albumine des protéines qui va permettre de transporter tous les minéraux. Donc si vous ne mangez pas de protéines, eh bien, vous allez être déminéralisé. Donc la ménopause, c'est le moment de se prendre en main. Donc maintenant, j'ai noté sur mon ordinateur les principaux compléments alimentaires pour la ménopause. Voilà, au sens de phytoœstrogènes. Alors, comme je disais, la femme est tout à fait capable de produire ces œstrogènes dans ses surrénales et son tissu adipeux, mais pour passer le cap, bien sûr, elle peut se complémenter en hormones naturelles. Voilà, et biodisponibles. Alors pour la progestérone, pour l'effet calmant GABAergique, vous avez le yam. Le yam, qui est une plante traditionnelle, c'est un tubercule, et on extrait de cette plante ce qu'on appelle la prégnénolone, qui est l'hormone mère, et qui sert à fabriquer le cortisol, la progestérone qui se transforme en DHEA, et puis etc.,
la testostérone et les oestrogènes. Donc ce YAM, vous pouvez le trouver sous forme de gélules, mais moi ce que je conseille plutôt, c'est les formes de crème intradermique. Et donc le YAM, il est plus progestérone et un petit peu d'œstrogène, donc il est parfait justement pour cette période où on a la progestérone en périménopause qui baisse d'un coup, et on a encore un peu d'œstrogène, mais pas suffisamment. Donc c'est une plante plutôt progestérone-like qui est très très intéressante. Il y a également l'alchimie qui est progestérone-like, et le bourgeon de pommier également que vous pouvez trouver en gémothérapie qui va rééquilibrer votre cycle. Vous avez également le bourgeon de framboisier. Le bourgeon de framboisier, là, il est plutôt pour la périménopause ou en phase d'activité génitale également, c'est-à-dire que là, il va réguler tout le système hormonal. Donc, mais pour la ménopause, on va plutôt prendre du pommier associé à peut-être du yam. Ça dépend évidemment de vous. Là, je donne quelque chose de général, mais alors en cabinet, je donne pas tout comme ça. On individualise en fonction de votre tempérament, de votre constitution et de votre niveau hormonal, où vous en êtes. Et si vous en avez besoin ou pas, parce que quelquefois l'alimentation peut suffire, et l'exercice physique, le sommeil et l'exposition au soleil, il y a des femmes pour qui ça suffit largement. Alors celles qui sont un petit peu stressées, voilà, elles vont prendre du yam, ça va leur permettre d'éviter, ça va contrebalancer le cortisol, puisque la prégnénolone, hormone mère, va faire cortisol, progestérone. Donc si elle est trop utilisée pour le cortisol, avec le YAM, on en donne un peu, ça passe par voie intradermique, donc le corps il prend ce qu'il veut, et après ce qu'il n'a pas besoin il l'élimine. Donc c'est bien de prendre des précurseurs hormonaux plutôt que les hormones directement, donc ça c'est très bien, d'autant plus que c'est une hormone naturelle, c'est une plante, c'est un extrait, c'est de la diosgénine, donc qui est très riche en progestérone, c'est une hormone naturelle, et donc elle va permettre, si vous voulez, de compenser l'excès de cortisol. Donc moi je le conseille souvent au coucher. Ça permet de dormir, et si vraiment il y a beaucoup de symptômes, on le prend matin et soir, comme conseillé sur la notice. Mais déjà, ça va calmer le système nerveux et permettre un bon sommeil. Ensuite, les phytoœstrogènes. Là, on a parlé des hormones progestérone-like. Vous avez également l'alchimie. L'alchimie qui est utilisée notamment quand la femme elle est en activité génitale, qu'elle a trop d'œstrogènes et des règles très abondantes, ou un foie surchargé, donc des règles très abondantes, une inflammation. Et donc, on peut lui donner de l'alchimie qui est progestérone-like, qui va rééquilibrer le cycle et qui, en plus, est hémostatique, c'est-à-dire qu'elle permet de ralentir les saignements. Voilà, vous avez également l'achillée millefeuille, qui est la plante de la femme que vous pouvez prendre tout au long de votre vie. Le framboisier, lui, de toute façon, vous pouvez faire des tisanes de feuilles de framboise, ou alors vous pouvez le prendre en gémothérapie pour réguler un peu vos cycles. Alors là, maintenant, en ménopause, voilà. Alors, il y a l'érelle rouge. L'érelle rouge, c'est la plante de la femme qui doit la suivre tout au long de la ménopause. Alors on la prend, c'est du bourgeon d'érelle rouge, c'est de la gémothérapie. Et donc parce que c'est la plante qui permet l'assimilation du calcium et la fixation dans l'intestin. En même temps, elle travaille beaucoup sur la vessie. Parce que comme je disais, souvent on a les muqueuses qui se fragilisent, donc ne pas oublier les acides gras oméga 3, l'huile de borage d'onagre et également l'huile d'argousier contre la sécheresse, bien prendre de l'huile d'olive, de l'huile de coco, ne pas avoir peur du gras, parce que ce gras, même le beurre et la crème fraîche, le cru, et les fromages, ce gras va nourrir votre peau. Et le gras saturé est beaucoup mieux supporté par notre corps, contrairement à tout ce qu'on nous a dit, que les huiles de graines chauffées. Attention, ne prenez que l'huile d'olive et des huiles saturées comme le coco ou alors le beurre. Voilà, parce que les huiles polyinsaturées, colza un petit peu noix, voilà, vous pouvez prendre bien sûr des oléagineux, mais les huiles de graines du commerce chauffées et même en bio, elles sont inflammatoires. Et elles ont tendance à faire du tissu adipeux. Ce que ne feront pas les graisses saturées. Vous pouvez aussi manger des avocats, des noix de cajou, des amandes, des graines de courge, de sésame, de tournesol sont des phytoœstrogènes. Voilà.
Donc en fait, les pois chiches aussi, donc dans l'alimentation, vous avez énormément d'aliments phytoestrogènes qui vont réguler la femme à la ménopause, notamment les graines de lin moulu. Les graines de lin moulu vont, comment dire, réguler l'aromatase, cette enzyme qui transforme la testostérone en œstrogène. Donc elles vont la réguler en fonction de vos besoins. Si vous avez trop d'œstrogène, ben, voilà, elle va la transformer en testostérone. Et si vous n'avez pas assez d'œstrogène, elle va transformer votre testostérone en œstrogène. Voilà. Alors, les compléments de reminéralisation, j'en ai parlé, les RL rouges en gémothérapie, le lithotame, qui est très riche en calcium, l'ortie, la silice, le collagène, l'acide hyaluronique, la L-acétylcarnitine, ça c'est quand on fait du sport, ça permet de mieux transformer les acides gras dans la mitochondrie, mais enfin c'est pas une obligation, hein. Voilà, évitez surtout les compléments alimentaires ultra transformés, parce que là on repart dans l'ultra transformé, alors que moi je vous conseille une alimentation brute, la moins transformée possible, cuisinée à la maison, la plus naturelle. Alors ne commencez pas à prendre des poudres de protéines. La whey, je m'en méfie, il faut qu'elle soit de très très bonne qualité, parce qu'elle peut enflammer l'intestin. Eh oui, moi j'en ai essayé plusieurs, et j'en ai trouvé qu'une seule qui soit, c'est une whey bio à partir de vaches nourries à l'herbe, qui soit bonne. Donc il faut faire très attention, il faut savoir que ce sont des produits transformés, hein. C'est du petit lait qu'on a, comment dire, ultra filtré, on l'a hydrolysé de façon à en faire des petits peptides pour qu'ils passent bien à travers la membrane des entérocytes et qu'ils soient bien assimilés, mais c'est pas forcément naturel. Il vaut bien mieux manger un bon kéfir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la whey? La whey, il y a des qu'on appelle des BCA. En fait, ce sont des acides aminés qui permettent de reconstruire le muscle. Voilà, donc c'est un complément alimentaire protéiné après l'exercice physique, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien remplacer ça par un bon morceau de fromage, ou alors un yaourt de chèvre, du kéfir, de vache ou de brebis selon votre tolérance. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément des compléments alimentaires transformés. Voilà, donc c'est très à la mode, de même que les poudres de protéines végétales. Moi, je ne suis pas d'accord. Prenez-vous du tofu, du tempeh lacto-fermenté. Ça, c'est un phytoœstrogène très riche en protéines. Et puis voilà, et pour votre intestin, ça sera très bien. Parce que attention à tous ces produits transformés, ces protéines végétales de pois, de riz, c'est très allergène, c'est de l'ultra transformé et ça peut impacter votre microbiote intestinal. Et ça, à la ménopause et comme dans d'autres périodes de notre vie, toute notre vie, attention, tout commence dans l'intestin. Donc il faut que votre intestin soit au top, je le dis bien. Donc il ne faut pas être constipé, il faut avoir des selles moulées régulières, l'impression d'être libéré quand on va aux toilettes, bien digéré, qui ne colle pas au fond des toilettes, qui ne flotte pas. Ça veut dire que le gras est bien digéré, votre foie fonctionne bien. Vous voyez, donc ça, c'est très important de bien regarder ces selles. Donc pour ça, pour un microbiote en forme, il faut du kéfir, il faut des prébiotiques. Moi, je ne conseille pas les probiotiques parce que de mon point de vue, ce ne sont pas adaptés à notre flore intestinale. Il vaut mieux engager notre flore à se recharger, à se refaire d'elle-même, plutôt que donner des probiotiques dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui vont de toute façon pas s'installer. Bon, c'est valable quand on a pris des grosses antibiothérapies, on peut faire des cures pendant un moment, mais il faut toujours les associer à des prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries et celles-ci vont prendre le dessus sur les mauvaises et vous allez tout seul refaire votre flore intestinale. Donc c'est le kéfir de lait, le lactose est transformé en acide lactique, donc pas de souci, vous inquiétez pas avec ça. Le kéfir, le miso, qui est un fromage de soja fermenté. Éventuellement, on met ça dans les soupes, etc. Éventuellement, la sauce soja. Le tempeh, qui est du soja fermenté, des graines de soja fermentées. Vous avez le soja lacto-fermenté. Vous avez la choucroute crue. Vous avez tous les produits lacto-fermentés. Vous avez les graines de psyllium et tout ce qui est fibres douces, les graines de chia, les graines de psyllium, les graines de lin moulu, tout ce qui est fibres solubles qui vont permettre de nourrir vos bonnes bactéries et de refaire votre microbiote. Alors on continue pour les compléments de la ménopause.
Donc reminéralisation, il faut savoir que pour que le calcium se fixe bien sur les os, il faut du soleil, il faut de la vitamine D, il faut des protéines, il faut de l'exercice physique, mais il faut aussi donc des œstrogènes, donc des phytoœstrogènes, parce qu'il faut qu'il y ait les œstrogènes quand même derrière pour que ça se fixe. Mais comme je vous l'ai dit, on est prévu pour vivre jusqu'à 120 ans. Donc avec l'activité physique, le soleil, une bonne alimentation, un bon sommeil, une gestion du stress, eh bien on y arrivera. On n'aura pas besoin de faire 3 tonnes, de produire 3 tonnes d'œstrogènes. Mais on pourrait se complémenter avec des phytoœstrogènes. Donc là, je parle d'œstrogènes. Le yam, le pommier, l'alchimie, c'était des progestérones-like. Donc ça, c'est l'hormone calmante. Et les œstrogènes, après, ils déclinent complètement, enfin assez vite, après, quand on est en ménopause vraiment installée. Donc les surrénales, les tissus adipeux prennent le relais grâce à l'exercice physique. Je me répète parce que c'est important que ça rentre dans la tête, parce que j'ai pas envie de vous raconter tout ce que tout le monde dit en ce moment, hein. Le traitement substitutif hormonal, c'est obligatoire. La ménopause, c'est une maladie. À 50 ans, c'est la catastrophe, on est fichu. Non, c'est faux, quoi. Donc, il ne faut pas se laisser prendre par tout ça. Ça peut être bon pour certaines personnes qui sont vraiment en difficulté. Le temps de passer un cap et le temps de rectifier leur hygiène de vie et de travailler sur leurs 4 piliers de santé si elles le souhaitent. D'accord ? Donc là, on va parler des oestrogènes. Ah oui, je continue, acide hyaluronique, collagène, tout ça, ça reminéralise. La L-acétylcarnitine si on veut. Méfiez-vous de tout ce qui est ultra transformé. Alors maintenant, la grande mode, c'est la créatine. Donc là, pareil, hein, c'est l'ultra transformé, hein. Le corps le produit, il la produit. Le collagène, vous en avez dans la peau des poulets, la peau des poissons, vous en avez dans le collagène dans la gélatine, vous en avez aussi dans le bouillon d'os, vous en avez dans tout ce qui est gélatineux, comment dire, le pot-au-feu, voilà, c'est... Alors le fait d'en prendre un tout petit peu comme ça, et surtout de l'associer avec de la vitamine C, ça va, notamment le soir, au repas du soir, ça va permettre de dire au corps de produire plus de collagène. Donc c'est une information. Donc ça peut être intéressant, une petite, voilà, une petite mesurette par jour, oui, en cure. Ça peut aider aussi pour les cheveux, etc. Voilà. Vous avez aussi l'acide hyaluronique qui est dans certains collagènes, pas dans tous. Il y en a qui mettent des fibres de bambou, enfin de la silice, qui est très bien, avec la vitamine C du bambou. Donc ça, c'est très très bien. Donc moi, je travaille avec plusieurs laboratoires, donc je ne vais pas les citer ici parce que j'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'ai sélectionné des laboratoires avec lesquels je travaille, que j'ai testé moi-même, et donc je sais que ça marche très bien. Donc j'ai plusieurs types de collagène à vous proposer si besoin. Le coenzyme Q10, alors on parle du coenzyme Q10, oui, parce que si vous voulez, ça va directement toucher à la mitochondrie. C'est-à-dire qu'avec l'âge, on a nos mitochondries qui ralentissent et donc on a du mal. C'est dans les mitochondries que les acides gras sont transformés en énergie grâce à la carnitine. Bon, mais vous mangez suffisamment de viande rouge, c'est bon, hein, ça se fait, hein. Donc voilà, on entend beaucoup de choses. Moi, je vous en parle. Je vous dis que vous pouvez en prendre de temps en temps, mais c'est encore des compléments ultra transformés. C'est des gélules, c'est encore des choses que vous avalez. Alors que si vous choisissez des produits de qualité, vous allez mettre votre argent dans une bonne alimentation, variée, avec des produits animaux, avec des bons steaks, avec du foie de veau, avec comment dire, du bon poisson, des bons œufs élevés en plein air, avec le jaune bien orange, bien riche en lutéine, d'antioxydants, en oméga 3. Donc qu'est-ce que vous voulez de mieux, quoi? Voilà, hein. Alors le coenzyme Q10, on en trouve de toute façon dans les protéines animales, mais effectivement, on va dire qu'il baisse avec l'âge. C'est un antioxydant hyper puissant, donc effectivement, vous pouvez faire des cures de coenzyme Q10 de temps en temps. Et si vous prenez des statines, ce qui n'est pas de toute façon conseillé, sans aller contre les traitements médicaux bien sûr, il faut absolument, le coenzyme Q10 est non négociable. Donc ça, on pourra en parler en consultation. Huile d'onagre bourrache, huile de
argousier contre la sécheresse vaginale, et encore ce n'est pas une fatalité et une obligation, dans la mesure où vous avez assez d'acides gras et de bons gras saturés, vous voyez, bon moi je mets pratiquement rien sur ma peau, hein, à part l'huile de coco, ben, je prends des oméga 3 huile de poisson, je prends de l'huile de bourrage, de l'huile d'onagre, je prends de la bonne huile d'olive bien vierge, extra, bio, de qualité, parce qu'attention, là aussi, il y a des mélanges dans le commerce frelatés, et donc elles ne sont plus riches en polyphénol. Les polyphénols, c'est des antioxydants hyper puissants qu'il y a dans l'huile d'olive, qui lui donnent toutes ces qualités et qui la rendent hypocholestérolémiante. Voilà. Ensuite, pour la thyroïde, l'iode, les protéines, le sélénium, le magnésium, très important, sous forme de bisglycinate, d'acétyltaurinate, de citrate et de glycérophosphate, si vous pouvez trouver un mélange qui fait l'ensemble. Bon, évidemment, ça, par contre, on ne va pas pouvoir le renier, notre alimentation est très, très pauvre en magnésium, hein, les légumes, il faut aller au marché, il faut prendre des petits producteurs, il faut prendre du bio. Là, vous aurez l'assurance d'avoir des légumes et des fruits qui sont beaucoup plus riches en micronutriments. Alors, les phytoestrogènes, la sauge, le trèfle rouge, le gâtillier, lacté à grappes noires, la maca. Alors la maca, elle va agir plutôt sur la libido, la testostérone, hein. C'est voilà, c'est un, comment dire, un boostant. Après, moi, je vous déconseille de vous booster trop, hein. Il vaut mieux se reposer, bien manger, bien dormir, revoir son hygiène de vie, plutôt que de se booster avec des plantes. Je ne parle pas de la sauge, du trèfle rouge, du gâtillier, du houblon aussi, le soir, qui peut vous aider contre vos bouffées de chaleur. Je ne parle pas du yam, bien sûr, hein, pour se calmer, pour passer un moment de cap en périménopause ou en début de ménopause, quand la progestérone baisse trop, quand on fait des insomnies, parce qu'on a trop de cortisol, qu'on est fatigué et tout. Il faut s'aider avec les plantes, hein, avec les crèmes intradermiques au yam. Alors vous avez la sauge, les tisanes. Donc la maca, c'est pour la libido, quand on est vraiment... La maca, c'est vraiment la plante du burn-out de la femme ménopausée. Bon, je vous souhaite de ne pas en arriver là, non, mais ça peut arriver, hein. Donc dans ce cas-là, c'est souvent parce que la thyroïde fluctue et quelquefois, il suffit que le foie soit un peu chargé, vous pouvez vous retrouver fatigué comme ça, vous ne savez pas pourquoi. Donc là, tout de suite, il faut nettoyer son foie, alléger son alimentation, bien se reposer, dormir, se reposer. Bon, si vous êtes à la retraite, profitez-en. Vous n'êtes plus obligé de faire les choses que vous étiez obligé de faire. Vous n'êtes pas obligé de vous surmener. Voilà, bon, si vous êtes quelqu'un de dynamique, tant mieux, hein, profitez-en. Faites votre exercice physique. Dans tous les cas, il faut se forcer quelquefois à aller faire cet exercice physique parce qu'on n'a pas envie, mais il faut se forcer et on s'aperçoit qu'après, on est beaucoup mieux. Parce que, voilà, ça a généré des hormones, à la fois de la testostérone, des oestrogènes et aussi des endorphines. Donc pour notre cerveau, c'est très bien. Pour l'oxygénation, pour l'entretien des vaisseaux sanguins, du système cardio, etc. Hein. Là, c'est incontournable, hein, pour moi. Alors je reviens à mes plantes phytoestrogènes, progestérone, là que j'en ai parlé. Voilà. Alors les aliments phytoestrogènes, bien sûr, vous avez les graines de lin, le soja, vous avez les graines de sésame, les graines de tournesol, les graines de courge. Vous avez tout ce qui est pois chiches, tout ce qui est légumineuse, essentiellement le soja. Et vous faites des tartares d'algues, si vous aimez, avec de l'huile d'olive pour l'iode, vous allez voir que là, vous serez bien. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a fait peur avec le soja, mais tout ça, c'est complètement faux, pour la bonne raison que le soja est protecteur. Et il permet de lutter contre le cancer de l'utérus et du sein, parce qu'au lieu d'être proliférateur, il va se fixer sur les récepteurs aux oestrogènes, il va protéger des perturbateurs endocriniens qui sont dans les plastiques, qui sont dans l'eau de boisson, etc. Et donc, il va permettre justement de protéger l'organisme contre les oestrogènes synthétiques et contre trop d'oestrogènes. Donc le soja est un phytoestrogène extrêmement intéressant, notamment contre les bouffées de chaleur. Donc vous pouvez en manger tous les jours.
sous forme de tofu lacto-fermenté de préférence, de yaourt de soja bio, toujours, hein, prenez bio, la marque BioSoy ou Soy. En magasin bio, ce sont des petits producteurs du sud-ouest, vous êtes sûr que c'est sans OGM, prenez pas du soja du supermarché. Voilà. En phytoestrogène, bien sûr, écoutez, il y a aussi tous les antioxydants, les polyphénols, le thé vert, les baies rouges, les myrtilles, tout ce qui est très antioxydant, l'oignon, l'ail, si vous les supportez, la quercétine, le resveratrol, tout ça, qui sont des antioxydants puissants, donc qui vont forcément vous aider sur le plan hormonal, parce que les deux sont liés. Voilà. Les poissons gras, les oméga 3 vont également équilibrer les oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. On en a trop dans notre alimentation, mais il en faut notamment du GLA dans labourage chez l'onagre. Là, on peut en manquer. Il ne faut pas se couper complètement des oméga 6, bien sûr, hein, dans les amandes, les noix, etc. Mais il ne faut pas prendre d'huile de graines raffinée. Et il faut compenser par des acides gras oméga 3 qui vont calmer votre système nerveux avec le magnésium, qui vont vous déstresser, favoriser un bon sommeil. Et si vous avez bien dormi, vous allez voir que vous serez moins en hyperostrogénie, ou vous aurez plus d'oestrogène, plus de capacité à fabriquer vos hormones, vous aurez une meilleure humeur, vous aurez vos neuromédiateurs qui seront au top. Et tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Voilà, donc c'est pour ça que je rejoins absolument le professeur Joyeux et mes collègues naturopathes qui sont bien formés et qui, comme moi, disent qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. On a tout en nous pour ça, on est programmé pour ça, les femmes comme les hommes, et il est hors de question qu'on se casse le col du fémur à 50 ou 60 ans. C'est parce qu'on n'a pas fait ce qu'il faut et parce qu'aussi on a un mode de vie qui est délétère. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Vous pouvez très bien organiser votre vie de façon à pouvoir vous protéger, à pouvoir nourrir votre corps, vos hormones, votre système nerveux et vieillir et avoir une ménopause en bonne santé. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Bon, c'est fini pour l'instant pour la ménopause. Je ferai une prochaine vidéo sur la naturopathie fonctionnelle et la naturopathie normale, pour vous expliquer un petit peu la différence. J'en ai déjà fait une, mais j'ai envie d'en faire une autre. Et également, je vais approfondir la vidéo sur le régime cétogène. J'ai fait une vidéo qui était très très brève la dernière fois, mais je vais essayer d'en faire une autre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.